En fait, c'est une citation qui est tirée non pas d'un ouvrage scientifique, mais d'une œuvre de science-fiction qui s'intitule Le pouvoir de la phrase. Et là, c'est intéressant, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous essayez de vous interroger, c'est-à-dire sur le phénomène de l'énonciation, vous constatez que ce n'est qu'un seul énoncé. Quelle différence y a-t-il entre la phrase et l'énoncé? La phrase, c'est pour les besoins de la grammaire, pour les besoins du cours. Mais à partir du moment où je mets cette phrase entre guillemets, ça devient un énoncé. Et cela signifie que je dois m'interroger sur le contexte de l'énonciation. Si c'est entre guillemets, quelqu'un a dit quelque chose et quelqu'un d'autre. Ce que vous constatez aussi là, c'est que nous n'avons pas dit un langage, nous avons dit le langage. Donc, de manière là aussi absolue, c'est le déterminant, c'est-à-dire quel que soit le langage. Mais tout de suite après, lorsque vous avez cette équation, un déterminant défini, plus un substantif, plus le verbe être, vous êtes sûr que tout de suite après, vous avez forcément une définition. Le langage est. Mais nous n'avons pas dit que le langage est la lutte. Ce serait être trop prétentieux. C'est une lutte. C'est une définition parmi tant d'autres. Et une lutte entre quoi et quoi? C'est une lutte permanente, donc elle dure dans le temps, entre le besoin d'exprimer la complexité de la pensée et le désir de maintenir la simplicité de l'expression. Et en vérité, c'est ce qui caractérise un enseignant de langue, finalement. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais écoutez, je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la démarche en méthodologie. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit de manière linéaire. Mais parfois, pour permettre à mes apprenants, à mes élèves de mieux comprendre la chose, je suis obligé de distribuer spatialement, tout simplement, mon texte. Et en distribuant spatialement, voilà ce que je vais avoir. Je vais procéder par niveau. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le langage est une lutte permanente. Et là, comme vous l'avez constaté, c'est ce qu'avait fait déjà M. Aïtrassi hier, il a utilisé différentes couleurs. Ici, par exemple, j'ai encadré le langage. Pour quelle raison? Parce que c'est mon thème. Tout ce que je veux dire sur le langage, c'est le rêve, c'est le propos. Mais là, ce qui m'intéresse aussi, c'est le mot lutte. Je suis en train de relever les termes clés ou les mots-clés. Le langage est une lutte permanente. L'adjectif qualificatif, donc dans la durée. Bien, et là, vous le constatez, j'ai préféré centrer la préposition. Mais ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que j'ai cette manière de procéder? Parce que pour lutter, combien est-ce qu'il faut être? Il faut être au moins deux. Même si vous luttez avec vous-même, vous êtes deux, c'est vous et vous-même, vous voyez? Et c'est cette idée de dualité que nous allons retrouver et qui existe là dans le texte lui-même. Entre, cela signifie qu'il y a un premier espace, il y a un autre espace. Donc il y a l'idée de dualité qui est là. Le troisième niveau, entre quoi et quoi? Le besoin d'exprimer la complexité de la pensée. Et ensuite, j'ai la conjonction. S'il y a une conjonction de coordination, elle va coordonner également entre deux éléments. Donc, quel est le premier élément? C'est le besoin. Le deuxième élément, quel est-il? C'est le désir. Vous voyez? Et ce que vous constatez, cette dualité, nous la retrouvons ici. Pour quelle raison? Et c'est pour cela que nous avons utilisé les couleurs. Le besoin, le désir, exprimer, maintenir, complexité, simplicité, pensée et expression. Vous voyez, en fait, c'est l'équation que nous sommes tenus de résoudre. C'était juste très rapidement au passage. Il y a une chose aussi que vous devez respecter en tant qu'enseignant. Il y a la contrainte de l'institution. Il y a la contrainte de l'institution. Vous savez qu'en tant qu'enseignant, vous n'êtes pas libre de faire tout ce que vous voulez en classe. Il y a le programme à respecter, vous avez le volume horaire à respecter et tout cela. Donc c'est pour cela que j'ai pris aussi cette définition qu'avait écrite Fernando Savater. Fernando Savater, comme l'indique son nom, c'est un Italien. Et il avait écrit un ouvrage qui s'intitulait « Politique à l'usage de mon fils ». Vous voyez, donc il s'adresse directement à son fils et il veut lui définir ce qu'est la politique. Et c'est une très très belle définition. Qu'est-ce qu'il lui dit? Allier la liberté d'initiative au devoir imposé. Pour quelle raison? Parce que la politique, c'est à la fois l'ensemble des raisons d'obéir, mais c'est en même temps toutes les raisons de se rebeller. Et c'est un peu la position de l'enseignant. C'est-à-dire que je dois obéir parce que tout simplement il y a un cahier des charges, il y a un programme que je dois éventuellement respecter. Mais quelque part je me rebelle, pardon, pour quelle raison je me rebelle? Parce que je sens que je dois m'adapter à ma classe et parce qu'on m'interdit de faire telle ou telle chose. Par exemple, c'est l'inspecteur qui est là et qui me dit non, 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 vous n'avez pas le droit de recourir à la traduction alors que je veux recourir à la traduction. Vous voyez? Donc il s'agit d'allier la liberté d'initiative qui est la vôtre avec le devoir qui vous est imposé par l'institution. Mais là aussi, il y a une chose que vous devez avoir à l'esprit. Notre compréhension du monde, et là je vous interpelle, je n'ai pas dit la compréhension, nous avons dit notre compréhension du monde. Et quelle était cette compréhension? Que signifie la compréhension du monde? C'est notre savoir, notre science.
Voyez, notre compréhension du monde et notre compréhension de nous-mêmes. Lorsque nous parlons de notre compréhension du monde, il s'agit de notre science, de notre savoir, et lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, c'est de notre psychologie. Donc, ce sont des conséquences de nos façons de créer et d'interpréter les textes écrits. S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous lisez un texte? Je lis un texte pour dégager ce qu'il dit. Mais que signifie interpréter un texte? J'interprète un texte pour dégager ce qu'il me dit. Vous voyez la différence? Je lis pour dégager ce qu'il me dit, et lorsque j'interprète, c'est pour dégager ce qu'il me dit. Pourquoi? Parce que, sans prétention, au plan didactique, que signifie interpréter? Écoutez bien. Interpréter, c'est essayer de retrouver l'intentionnalité originelle de l'auteur à la croisée de sa subjectivité à lui et de ma propre subjectivité. Mais j'ai dit essayer. Cela signifie que finalement, il pourrait y avoir de l'échec, comme il pourrait y avoir de la réussite. Et là, c'est une réflexion de Van Goethe. Qu'est-ce qu'il avait dit? Là aussi, vous voyez, c'est une énonciation sur le jeu. C'est lui qui le parle, c'est qu'il constate. Je rencontre de temps en temps un jeune homme chez lequel je ne voudrais rien changer. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas de figure par rapport à nos élèves? Est-ce que finalement nous voulons les changer? Mais changer dans quel sens? Changer, évoluer, développer, développement durable. Donc je rencontre de temps en temps un jeune homme chez lequel je ne voudrais rien changer, mais j'éprouve un sentiment pénible en voyant tant de jeunes gens disposés à se laisser entraîner par le torrent du siècle. Galuna numérique, tout le monde se met au numérique. Ils disent intelligence artificielle, tout le monde se met à l'intelligence artificielle. Et là, par rapport à la méthodologie, c'est ce qu'on appelle l'effet de mode. Vous imitez. Non, l'effet de mode est interdit. Il n'est pas conseillé. Mais par contre, ce qui nous est recommandé, c'est le mouvement de mode. C'est-à-dire que c'est moi qui entraîne les autres. Je ne veux pas que les autres m'entraînent. Mais j'éprouve un sentiment pénible en voyant tant de jeunes gens disposés, ils sont disposés à se laisser entraîner par le torrent du siècle. Et je ne me lasserai pas de faire remarquer que des rames ont été mises entre les mains de l'homme. Vous avez vos propres compétences. Vous avez votre propre personnalité. Vous avez votre individualité. Donc je ne me lasserai pas de faire remarquer que des rames ont été mises entre les mains de l'homme dans sa barque fragile, qui est votre vie finalement, qui est votre quotidien, afin qu'il ne s'abandonne pas aux caprices des vagues. Et qu'est-ce que les vagues? C'est tout simplement le mouvement social qui nous emporte aussi. Il faudrait marquer de temps en temps un temps d'arrêt, de pause. Donc, ne s'abandonne pas aux caprices des vagues, mais se laisse gouverner par sa raison. D'où cette idée de pratique réflexive. Je n'applique pas machinalement, je dois réfléchir à moi-même. Bien, si vous avez une première figure qui représente justement le triangle didactique dans son contexte pluridimensionnel. Et là, vous constatez, on le disait hier, comment est-ce que vous allez vérifier que vos élèves ont compris finalement? Il y a deux stratégies. Soit vous recourez à la reformulation. Ici, ils reformulent aisément avec leur propre nom, cela signifie qu'ils ont compris. S'ils trouvent difficilement, cela signifie que quelque part, ils n'ont pas compris. Et la deuxième stratégie, c'est de recourir à la schématisation. Et attention, pourquoi est-ce que la schématisation est une preuve de compréhension? Parce que lorsque vous schématisez, vous êtes obligé de faire un choix. Vous devez faire un choix entre ce qui est principal et ce qui est secondaire, entre ce qui est important et ce qui est accessoire. Mais ici, vous le voyez, ce sont des cercles concentriques. Pour quelle raison? Parce que finalement, chacun d'entre nous est pris dans une sphère. Vous avez la sphère la plus éloignée, c'est le milieu social. Nous appartenons à une société. Vous voyez? Ensuite, nous avons aussi le milieu scientifique. Et finalement, nous avons le milieu éducationnel qui se retrouve au milieu. C'est le cercle le plus fermé. Pour quelle raison? Parce que nous l'avons dit, c'est le phénomène de la transposition didactique. J'ai un savoir savant que je dois pouvoir transposer pour le transformer en savoir à enseigner et finalement en savoir enseigner. Mais cela signifie que finalement, même si on s'est posé la question de savoir ce qui pouvait caractériser une situation de classe, est-ce que la situation de classe est naturelle? Non, elle n'est pas naturelle. Mais est-ce qu'elle est fabriquée à 100%? Elle ne l'est pas. Elle est semi-naturelle. Vous voyez bien très rapidement aussi. Et ici, vous avez toujours le triangle didactique dans son contexte pluridimensionnel. Et là, s'il vous plaît, je vous interpelle en tant qu'enseignant. Très souvent, en matière de référence bibliographique, vous inspirez directement de ce qui a été fait par l'Occident, en particulier par les Français, voilà, par les Canadiens, les Québécois.
Mais n'oubliez pas qu'en Algérie, nous avons nos propres pédagogues, nous avons nos propres didacticiens, nous avons des inspecteurs, des inspectrices, ils ont un bagage qui est là. Et il faudrait pouvoir l'utiliser. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas utiliser ou s'inspirer d'autres contextes. Si, on doit s'en inspirer, mais ne pas les appliquer comme ça, bêtement, à la lettre. Il y a toujours cette possibilité de l'éducation comparée. Bien, tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'à partir du moment où notre langue de travail est le français, ce qui se situe à gauche est le point de départ. Et ce qui se situe à droite est le point d'arrivée. Je suis face à ce schéma. Par quel sommet vais-je commencer? Bon, la logique, si je dois respecter, j'allais dire tout simplement, ma langue de travail, je devrais commencer par l'enseignant, n'est-ce pas? Mais l'inconvénient, si je commence par l'enseignant, on va m'adresser le reproche. Là, vous vous centrez sur l'enseignant. Mais si je commence par l'élève, il va y avoir une concentration sur l'élève. Si je commence par les savoirs, donc finalement, quelle que soit la position, l'attitude que je vais adopter, il y aura toujours un reproche quelque part. Qu'est-ce que la méthodologie? C'est un certain nombre de choix. Mais attention, ce sont des choix assumés. Vous voyez, on ne va pas détailler tout ce qui concerne les spécificités de chacun d'entre eux. Je vous dirais tout simplement que là, encore une fois, la méthodologie, la visibilité, la lisibilité, qu'est-ce que vous constatez? On a utilisé des lettres capitales pour chacun des sommets, savoir, enseignant, élève. C'est écrit en capital et non pas en majuscule. Rappelez-vous que la majuscule, elle touche uniquement l'initiale. Les capitales, c'est l'ensemble du mot. Vous voyez, ensuite, on a utilisé tout simplement, on a réduit la taille de police, on a écrit en minuscule. Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question de savoir, géométriquement, vous avez affaire à quelle sorte de triangle? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que c'est un triangle isocèle? Est-ce que c'est un triangle équilatéral? Est-ce que c'est un triangle rectangle? Vous allez dire, mais c'est d'accord, peu importe. Non, ce n'est pas peu importe, c'est pas vrai. Parce que si vous êtes par exemple dans le cas d'un triangle rectangle, et donc les 90 degrés sont là, cela signifie finalement que vous vous centrez sur ce rapport qu'il y a entre l'enseignant et le savoir. Et par conséquent, vous négligez l'élève. Vous voyez, est-ce que c'est un triangle isocèle? Non. Donc la meilleure des choses, c'est pour montrer que chacun a son importance, c'est un triangle équilatéral. Pour quelle raison? Parce que c'est le même angle qu'on retrouve partout, 180 degrés. Mais attention, très souvent on parle du métier d'enseignant, n'est-ce pas? Du métier de maître. Et on oublie qu'être élève est un métier. C'est un véritable métier avec ses conséquences. La métaphore du crayon. La métaphore du crayon, elle est très très intéressante. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, elle résume en quelque sorte notre attitude face à la technologie ou face à n'importe quelle innovation. Vous voyez, nous avons les initiateurs, vous voyez, donc ce sont les premiers à tester, à adopter les technologies, à documenter, à partager leurs pratiques. Ensuite, nous avons les affûtés, il faut tailler justement ce crayon. Donc ils observent, les initiateurs adoptent les meilleures idées, adaptent et développent pour le plus grand nombre. Et puis vous avez les acteurs. Finalement, si nous ne sommes pas forcément des initiateurs et des affûtés, généralement nous sommes des acteurs. Mais ce qui n'est absolument pas recommandé, c'est quoi? C'est d'être de simples figurants. Vous voyez, j'ai la technologie de ma portée et finalement je ne veux pas l'utiliser. Ou alors, ce qui serait encore beaucoup plus terrible, c'est d'être des effaceurs. Vous voyez, donc le juste milieu, celui des acteurs. Alors vous nous excusez d'aller très rapidement. Et puis attention. Dans notre manière d'agir, nous avons besoin d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre d'instruments. Ici, vous avez par exemple la matrice d'Eisenhower. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que nous avons les éléments de la partie supérieure et de la partie inférieure. Donc vous avez 4 encadrés, important, peu urgent, important et urgent, peu important et finalement peu urgent. Et c'est-à-dire que vous êtes obligé d'accomplir un certain nombre de tâches. Et là, vous vous posez la question de savoir quelle est la priorité que je vais donner à telle ou telle tâche. Eh bien, la matrice d'Eisenhower, elle va vous aider. Lorsque vous estimez que votre tâche, elle est importante, mais elle est peu urgente, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement planifier, c'est-à-dire l'organiser par rapport à votre au temps. Lorsque vous estimez que la tâche, elle est importante, elle est urgente, vous allez la traiter en priorité. Maintenant, si vous estimez que votre tâche, elle est peu importante et elle est peu urgente, eh bien, vous n'avez pas le temps, vous allez déléguer à quelqu'un d'autre la chose pour la faire. Si vous estimez qu'elle est peu importante et urgente, déléguer. Et lorsqu'elle est peu importante et urgente, vous allez déléguer. Et donc, peu importante et peu urgente à mettre en attente ou alors carrément
à supprimer. Vous savez, parfois, lorsqu'on pose une question à quelqu'un, il a tendance à répondre, vous discutez pendant, j'allais dire, des minutes et des minutes. Vous dites, mais va à l'essentiel. Vous dites, c'est important. D'accord. Mais même dans ce qui est important, il y a des priorités. Il y a le plus important. Et à chaque fois que vous êtes capable, je vous l'ai dit, de faire cette discrimination entre ce qui est le plus important, ce qui est important, c'est-à-dire que vous avez compris la chose. Vous avez aussi la matrice SWOT, c'est-à-dire que là aussi, vous allez vous interroger sur tout ce qui constitue vos points forts, vos points faibles, ce qui constitue les opportunités, les menaces, etc. On aura l'occasion de les détailler très rapidement. Vous avez ici la matrice PPCO. Vous voyez, donc c'est ce qui est plus, tout ce qui est potentiel, tout ce qui est option, tout ce qui est crainte. Vous allez dire, mais finalement, quelle est la meilleure matrice? En fait, il n'y a pas de meilleure matrice. Ça dépend tout simplement de ce que vous voulez faire. Bien, très rapidement, là aussi, de manière générale par rapport à l'innovation pédagogique. L'innovation est un principe dynamique, attention, de quoi? D'amélioration qui est présent dans tous les domaines des activités humaines. C'est-à-dire que quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes en économie, vous êtes dans l'enseignement, vous êtes dans la recherche, tout ce que vous voulez. Donc c'est un principe dynamique, ça doit bouger, d'amélioration. Tel que l'économie, dont je vous ai donné ces exemples, politique, culture, littérature, sport, etc. Ensuite, l'innovation est le résultat. C'est le fruit des efforts d'un individu ou d'un groupe d'individus, mais attention, qui veulent, et cette volonté, qui veulent le changement dans leur pratique. Parce que vous savez, lorsque vous pratiquez pendant un certain nombre d'années, c'est la routine qui s'installe, c'est un peu un certain dégoût, donc il va falloir pouvoir innover. Toujours de manière générale, l'innovation a pour finalité de progresser. Mais attention, progresser oui, mais en faisant réussir dans un domaine d'activité. Je ne progresse pas tout simplement pour le progrès. Donc, tel qu'un métier, telle une pratique, l'innovation fait de la personne ou de l'individu un véritable acteur qui agit constamment. N'oubliez pas tout à l'heure ce qu'avait dit Fernando Savater, allier la liberté d'initiative au devoir imposé. Donc l'action est essentielle. Innover, c'est agir, oui, mais autrement, en fonction du contexte. L'innovation est une réponse conséquente aux défis contemporains. Vous devez vous inscrire dans l'actualité. La preuve, pourquoi est-ce que tout le monde se met à s'interroger sur l'intelligence artificielle? Parce que c'est le contexte actuel qui le veut, vous voyez. Éducation, enseignement, gouvernance, coopération. L'innovation est une relecture. Il ne faut pas confondre l'innovation avec forcément ce qui est quelque chose d'inédit, donc individuel ou collectif permanent de son activité. L'innovation, c'est réfléchir sur la manière d'agir, mais attention, vraiment. Vous voyez, j'agis vraiment. Critère de l'innovation, elle demande de la motivation, de la créativité, de la confiance en soi, et surtout l'esprit d'initiative. Vous voyez, malgré les difficultés, les obstacles et les freins. Pas d'innovation sans ambition éducative. Hier, M. Etrassi vous le disait, hein, même si M. le proviseur estime qu'il y a trop de bruit, essayez de vous adapter et de, quelque part, de tricher pédagogiquement. Donc, quand il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de problème. C'est une réalité. Attention, pas d'innovation sans problème. L'innovation de l'émergence des difficultés qui est problématisée peuvent surmonter et être franchie au moyen de l'action. Donc, pas d'innovation véritable sans invention de modèles et d'outils. Donc, il n'y a pas de théorie stabilisée une bonne fois pour toutes qui suffit juste comme cela est appliqué. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours une remise en question constante. Ce que l'innovation n'est pas, ce qu'elle n'est pas. Là aussi, c'est important. L'innovation ne s'oppose pas à la tradition, elle la prolonge. Vous savez qu'à un certain moment, la didactique, elle avait estimé que le terme de maître, le terme d'élève, en fait, il n'était pas très pratique, il n'était pas porteur de signification. On s'est dit, allez, on va le remplacer par l'enseignant, on va le remplacer par l'enseigneur, on va le remplacer par l'apprenant, par l'appreneur. Mais non, on en discutait hier. Lorsque vous dites maître, lorsque vous dites élève, c'est quelque chose de fantastique. Que suppose l'élève? Ça vient du verbe élever. Mais élever, c'est à la fois éduquer et amener une certaine hauteur. Quelle hauteur? Justement, celle du savoir. Vous voyez? Donc, elle ne s'oppose pas à la tradition, elle la prolonge. L'innovation n'est pas un changement radical dans les pratiques, pas du tout. À un certain moment, nous avions le tableau noir. Progressivement, on est passé au tableau vert, on est passé au tableau blanc, tableau électronique. Mais est-ce que c'est un changement radical? Non. C'est des attitudes et des comportements que nous avons progressivement modifiés. Donc, elle est un apport nouveau qui vient s'ajouter à ce qui existait déjà. Elle ne le rejette pas, ne l'efface pas. L'innovation pédagogique n'est pas l'innovation technologique. Vous voyez, ça n'est pas. L'innovation n'est pas l'utilisation des outils technologiques ou autres, hein, mais c'est la manière intelligente et réfléchie d'utiliser ces outils. Vous avez de très bons instruments, et si vous ne savez pas les utiliser, est-ce que c'est de la faute aux instruments?
C'est vous qui n'êtes pas performant, ce n'est pas l'instrument lui-même. Même si l'instrument, bien entendu, il a des limites et des insuffisances. Une réalité, s'il vous plaît. Quoi qu'on dise les politiques, sans que nous fassions de la politique, l'innovation véritable, elle ne se décrète pas. Ils ont beau dire, avoir tel ou tel circulaire, tel ou tel décret, etc. Donc, finalement, si vous ne voulez pas changer, ça ne changera pas, quels que soient les textes réglementaires. Donc l'innovation ne peut pas être seulement une décision politique et institutionnelle. Décider ainsi, elle ne donne aucun résultat positif. La preuve, M. Edrassia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à interroger sur ce qui est déjà là et puis sur ce que nous pourrions faire en termes de remédiation. Donc, toute innovation est un changement. Voyez? Mais tout changement ne constitue pas forcément une innovation. C'est pas vrai. Là aussi, il faudrait peser les termes longuement. Donc, l'innovation, innover, c'est mettre intentionnellement. Il y a un engagement, Edrassia le disait, c'est un engagement. Donc, il y a une conscientisation du neuf dans une pratique habituelle antérieure. L'innovation, elle est différente de la rénovation. Rénover, c'est remettre à neuf au bout du jour une pratique sans la changer fondamentalement. Donc, l'innovation, elle est différente de la réforme. Elle est différente de la réforme. Réformer, c'est introduire des changements fondamentaux dans une politique. Vous voyez? Donc, les raisons de l'innovation, il y a deux raisons principales. La première raison, elle est économique. Pourquoi? Parce qu'on va répondre à la question comment se préparer dès maintenant à l'économie du XXIe siècle, alors qu'il y a de plus en plus de crises à l'heure actuelle. Et il y a une raison culturelle aussi. Comment éduquer les citoyens, que ce soit les enfants, les adultes, les seniors, afin de leur faire acquérir une identité culturelle conforme aux valeurs de la société et à son histoire. Là où je ne suis pas d'accord avec les didacticiens, c'est cette affaire d'interculturel. Vous voyez, à chaque fois, ils nous parlent d'altérité, 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 et puis ils oublient un autre élément. Quel est le contraire de l'altérité? L'ipséité. Ils ont oublié qu'il doit y avoir d'abord une réflexion sur l'ipséité pour pouvoir s'ouvrir justement à l'altérité. Illustration, donc l'utilisation de web binaire est un changement de paradigme, une évolution dans la manière de converser scientifiquement, parce que vous faites un travail d'équipe, là aussi, de formation. Innover à condition que tous les membres collaborent et coordonnent. Parce qu'attention, lorsque vous êtes toute une équipe, c'est vrai que nous avons besoin d'un leader, mais il ne faudrait pas qu'il fasse le travail lui seul. Vous voyez, chacun doit pouvoir collaborer. D'ailleurs, que veut dire collaborer? Qui veut dire avec. Élaborer, travailler. Donc, lorsque vous travaillez avec quelqu'un, lorsque vous dites, par exemple, un compagnon, qu'est-ce qu'un compagnon? C'est quelqu'un avec lequel vous partagez votre pain. Qu'est-ce que tout simplement le consortium pour un ensemble de sociétés ou d'entreprises? C'est lorsque vous partagez le même sort. Vous voyez? Donc, l'utilisation de plateformes peut être une innovation. Si et seulement si les enseignants changent d'état d'esprit, de mentalité. Si vous ne changez pas, ce ne sera pas une innovation. D'accord? D'accord. L'utilisation d'une messagerie électronique, par exemple, peut être une innovation si elle encourage les échanges. Les limites de l'innovation. Et là, vous avez une figure, vous voyez? Ne travaillez pas durement, mais travaillez de manière intelligente. Il s'est adapté. C'est le seul qui a pensé qu'il devait tailler, transformer son matériau. Donc, au lieu que ce soit un cube, il en a fait tout simplement une balle. Vous voyez, quelque chose de beaucoup plus pratique, il avance beaucoup mieux. Donc, dès qu'une innovation se généralise, ou généralisée, elle ne reste plus une innovation. Pourquoi? Parce que l'habitude, malheureusement, tue l'innovation. Nous retombons dans la routine. Donc, l'innovation ne s'inscrit jamais dans la stabilité et la durée. C'est pour ça qu'elle est difficile et qu'elle n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Dans la stabilité et la durée, l'innovation devient une simple référence et une routine. Donc, une question et des réponses. Qu'est-ce que vous entendez par enseignement? Vous voyez, il y a les 4 conceptions ou théories de l'enseignement. Il y en a 4. La théorie du transfert. On va passer très rapidement pour pouvoir en discuter. La théorie du modelage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi? La théorie du voyage. Donc, par exemple, le sujet, un terrain à explorer, etc. La théorie de la croissance. Mais ce que vous constatez, c'est que très souvent, ces théories nous viennent du marketing, vous voyez, pour des raisons, encore une fois, beaucoup plus économiques et culturelles. Donc, finalité, il faut favoriser l'apprentissage, non plus de transmettre des connaissances simplement, mais concevoir, et animer des activités, nous l'avons dit, d'apprentissage. Donc, les apprenants mobilisent alors leurs connaissances pour faire face à des situations nouvelles et motivantes qui les amènent à interagir pour chercher et traiter l'information. Mais à condition d'être motivé. Et que signifie littéralement être motivé?
La motivation, c'est lorsque vous poussez physiquement quelqu'un. Si vous le poussez, il est obligé de bouger. Voyez? La démarche, donc le professeur analyser les apprentissages à réaliser. Donc ça consiste à cerner les objectifs à atteindre. Sans objectif, ce n'est pas possible. Donner sens à l'apprentissage afin de motiver l'étudiant à apprendre, favoriser un traitement actif des nouvelles connaissances, assurer l'organisation hiérarchique. Et là, finalement, qu'est-ce que nous sommes en train de reprendre? Nous sommes en train de reprendre l'intitulé du séminaire. Le séminaire, qu'est-ce que nous dit? De la logique d'enseignement, la logique d'apprentissage. Ensuite, outils, stratégie et organisation. Okay. Bien que, au départ, je dois parler d'organisation. C'est en fonction de mon organisation que je vais choisir telle ou telle méthode, et c'est par rapport à cette méthode-là que je vais traduire une stratégie, et pour traduire une stratégie, j'ai besoin des outils. Voilà. Donc, prévoir des activités d'application et de transfert. Donc, le transfert est essentiel à l'apprentissage, il le complète. Pour le rendre possible, le professeur met en place des activités de résolution de problèmes. Donc, cohérence de l'évaluation. Et l'évaluation n'est pas une finalité en soi. L'évaluation est un instrument qui vous permet de voir si vous pouvez aller de l'avant ou alors si vous êtes obligé de revenir en arrière pour mieux agir. Donc, cohérence de l'évaluation, encore une fois. Là, ce que nous avions fait, M. Dafri et moi-même, c'était à une autre occasion avec les doctorants. Qu'est-ce qu'on leur avait donné? On leur avait donné ces termes-là. Donc, déculturation, culturation, interculturelle, classe de feu, et qu'est-ce qu'on leur a demandé? Faites des schémas. Mais le plus terrible dans tout cela, c'est que finalement, ils ont repris ces syntagmes nominaux, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste mis des flèches qui vont vers le bas, des flèches qui vont vers la droite, des flèches à centre, mais ils n'ont jamais pensé finalement qu'ils pouvaient utiliser d'autres formes géométriques. Et vous allez voir, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné cela finalement. Vous allez me dire, mais pourquoi cette forme-là? Pourquoi c'est pointillé? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous êtes dans votre cercle, la sphère, c'est ce qui vous caractérise. Mais vous n'êtes pas seul. Des fois, donc il ne faut pas qu'il y ait cette étanchéité. Il faudrait que ça puisse communiquer comme pour les cellules. Vous voyez, donc ça donne cette forme-là. D'accord? Ipsi, théâtralité, une culture. Et puis là, très belle figure, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on leur avait demandé de schématiser, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Juste des flèches à droite et à gauche. Et pourtant, non. Là, nous avons utilisé des sphères de différentes couleurs, d'autres, certaines plus ou moins transparentes. Vous voyez, le tracé de chaque cercle, en fait, il n'est pas continu. Vous voyez, il est discontinu. Et ici, nous nous amusions à vous demander de ce schéma de le transcrire. Allez. Si on vous demande d'écrire un texte à partir de ce schéma-là, est-ce que vous serez capable de le faire? Ne répondez pas, c'est pour vous-même. D'accord? Et là, c'est qu'on avait dit, c'est la théorie U. Vous devez vous remettre en question. Pour quelle raison? Parce que vous avez votre singularité qui est votre point de départ. Votre singularité, c'est vous, ce qui vous caractérise. Vous devez observer vos talents naturels, vous devez identifier vos forces, mais attention, vous devez lâcher prise. Pour quelle raison? Pour vous remettre en question. Vous dites, attention, au moins, il n'y a pas que des aspects positifs, il y a aussi des aspects négatifs. Vous touchez le fond en vous posant les vraies questions, et finalement, parce que vous vous êtes posé les vraies questions, vous commencez à formuler un projet et prototyper en fait, et là, c'est votre meilleur futur, puisque vous avez tout simplement changé. Donc, laissez écouter la résonance. Oui.